Vous en avez forcément entendu parler. Vous avez eu l'impression de le connaître sans jamais l'avoir rencontré, l'impression parfois qu'il vous suivait une fois le livre refermé, ou bien vous vous êtes demandé s'il n'était pas lui-même un être de fiction. Lovecraft est à l'image de son œuvre. Un mystère à percer, une source d'inspiration, un mythe issu du réel. Parmi les multiples axes qui se sont présentés à moi pour traiter de cet auteur, j'ai choisi de me poser la question fantastique ou science-fiction. Une question qui en a entraîné d'autres. Lovecraft s'inscrit dans la lignée des grands auteurs fantastiques du XIXe et du début du XXe siècle, et en premier chef d'Edgar Allan Poe, dont il est un grand admirateur, mais aussi d'Algernon Blackwood, au nom plus que prédestiné. Lovecraft, qui a beaucoup écrit sur la littérature, a lui-même analysé le registre fantastique dans son essai Épouvante et surnaturel en littérature, notamment. Le fantastique, pour rappel, s'oppose au merveilleux parce qu'il laisse la place au doute. S'agissait-il d'un rêve? D'une crise de folie? Chez Lovecraft, les personnages semblent toujours au bord de sombrer dans la folie, ce qui permet au lecteur de douter de leurs propos. Mais en même temps, tout dans l'enquête racontée et les faits établis amène à croire ce que le personnage, souvent un scientifique, avance. Certaines des nouvelles les plus anciennes de Lovecraft s'inscrivent très clairement dans la lignée fantastique par leur thème, aussi bien que par leur forme, histoire de vampires ou de sorcières. Il a recours à la forme de la nouvelle, tout comme Poe, et à la première personne du singulier pour narrer ses histoires, ce qui est aussi typique du fantastique, parce que ça permet de mettre une dimension subjective et donc de laisser planer encore une fois le doute. Ce qui l'intéresse, et c'est bien là l'essence du fantastique, c'est de montrer ce qui se passe lorsqu'un homme découvre l'existence d'une réalité jusque-là exclue, lorsque l'irrationnel fait son apparition dans le rationnel. La peur est l'élément central de toute œuvre fantastique, et c'est bien aussi l'effet que cherche activement à produire Lovecraft. De plus, la peur chez Lovecraft revêt parfois des allures d'angoisse. L'angoisse, c'est cette peur dont on ne peut identifier l'origine. Chez Lovecraft, les monstres sont si indescriptibles, si proches et si lointains à la fois, que la peur provoquée devient angoisse devant l'insignifiance humaine. Mais en raison de la place importante accordée à la science dans son œuvre et de thèmes comme le voyage interplanétaire, il est souvent aussi classé dans la catégorie science-fiction. Pendant longtemps, science-fiction et fantastique ont été considérés comme un seul et même registre, et Lovecraft lui-même ne faisait pas la différence. En 1914, il écrit à une revue et les félicite d'être dans la lignée de cette imaginative école littéraire inspirée par Verne et Poe. Mais là, on se heurte à une difficulté terminologique assez vaste. Comment définir la science-fiction? Et pourquoi les distingue-t-on aujourd'hui, science-fiction et fantastique? Une première définition que j'aime assez est celle du critique Darko Suvin. Pour lui, la SF se caractérise par l'utilisation d'un novum. Le novum, c'est cette innovation particulière, scientifiquement plausible, qui vient changer complètement le monde décrit, le monde de la fiction, qui y ouvre des possibles et le conditionne. Dans chaque œuvre de SF, il y en aurait un. Par exemple, une nouvelle énergie qui permet les voyages interstellaires. Dans Dune de Frank Herbert, le novum, clairement, c'est l'épice. On peut aussi considérer que le propre de la SF en tant que genre, c'est le rapport que le monde de la fiction entretient avec le monde réel. Là, on rejoint les thèses de Simon Bréant, auteur de la science-fiction en France. Pour lui, un genre peut se définir par ce qu'il appelle son régime ontologique. En gros, le lien que le monde de l'œuvre entretient avec le monde réel, l'écart qui existe ou non entre les deux. Si le monde de l'histoire se confond avec le monde réel, respecte les mêmes lois, type les hommes ne peuvent pas voler ou se téléporter, alors on est dans 50 nuances degrés par exemple, un roman considéré comme réaliste où le monde de la fiction se comporte comme un monde réel. Enfin presque. Si le monde de l'histoire est en rupture totale avec les lois à l'œuvre dans le monde réel, et que s'y introduit par exemple une dimension extraordinaire, alors on est dans le fantastique, et là c'est plutôt Twilight, vous voyez où je veux en venir. Enfin, si le monde de l'histoire se sert du monde réel et de ses lois, tente de respecter les mêmes vérités scientifiques connues, mais introduit une dimension spéculative sur ce que pourrait devenir ce monde, on est dans la SF. En gros, la science-fiction décrit des mondes qui pourraient être notre monde dans l'avenir. Ouais, tout ça pour ça. Mais Simon Bréant parle de régime ontologique matérialiste spéculatif, et ça c'est assez classe. Et là, j'ai pas d'exemple de réécriture de Twilight pour illustrer ça, désolé, mais il y a peut-être un filon à prendre. Le lien entre le monde fictif et le monde réel est assez trouble chez Lovecraft. La magie existe-t-elle dans cette œuvre?
Les entités sont aussi bien de potentielles réalités scientifiques, des formes de vie extraterrestres obéissant à d'autres lois que celles connues sur la Terre, que des dieux ou des monstres capables d'influencer les rêves des hommes. Il n'y a pas de novum dans son œuvre, pas d'innovation technologique ou scientifique particulière qui vient conditionner le monde de la fiction. Pourtant, peut-être que chez Lovecraft, ce novum, c'est la science elle-même, cette capacité de l'homme à découvrir que sa place dans l'univers est ridicule et insignifiante, de se rendre compte au fur et à mesure de ses découvertes du peu qu'il sait finalement. La science est à la fois pour Lovecraft un repoussoir et une fascination. Il s'intéresse de près aux théories de Darwin et d'Einstein, et apparemment enfant, il se rêvait astronome et non pas écrivain. Mais il devra abandonner ce projet parce qu'il était trop mauvais en maths. L'incipit de l'appel de Cthulhu est assez mystérieux sur ce point. Quel est ce grand savoir que toutes les sciences du monde se connectant pourraient nous révéler et qui nous ramènerait tout droit à un nouvel obscurantisme comme dans un cycle maudit ? Nous vivons sur une île d'ignorance placide, au milieu de noirs océans d'infinitude que nous n'étions pas destinés à traverser bien loin. Les sciences, chacune s'évertuant dans sa propre direction, nous ont jusqu'à présent peu nui. Mais un jour, l'assemblage du savoir dissocié nous ouvrira des vues si terrifiantes de la réalité et de l'effroyable place que nous y occupons, qu'il ne nous restera plus qu'à sombrer dans la folie devant cette révélation, ou à fuir ces lumières mortelles pour replonger dans un obscurantisme paisible et sûr. La science pour Lovecraft est autant un facteur de progrès que de déchéance, car ce qu'elle révèle en dernier lieu, c'est la capacité de l'homme à revenir au rien, son attraction pour le chaos de même que sa totale et complète insignifiance. Le monde de Lovecraft, contrairement au monde du fantastique qui induit une rupture nette avec le monde réel, se plaît à jouer avec la proximité de la fiction et du réel. On peut le voir dans l'intertextualité. Lovecraft cite un très grand nombre de textes réels, si bien que lorsqu'il en vient à citer le Necronomicon sur le même plan, on est tenté de croire qu'il s'agit d'un ouvrage réel. Certains lecteurs fanatiques, déjà du temps de Lovecraft, ont cru pouvoir dénicher des exemplaires, comme James Blish et William Miller, qui lui ont écrit en 1936 pour dire qu'ils étaient sur le point de se procurer un exemplaire après d'avides recherches. Pensant qu'il s'agissait d'une blague, Lovecraft leur a répondu par écrit sur le ton de la plaisanterie en leur disant « Oh, est-ce qu'il s'agit de la version latine du XVe siècle ou bien de la traduction espagnole de 1623 ?» Et puis après, il a compris qu'ils étaient sérieux et il leur a dit « Mais non. » Ça casse un mythe Lovecraftien, Oui. Sur Lovecraft, qui est le fait que Il n'était jamais lu, mais c'est faux. Il a été publié dans Weird Tales et tout. Il a été publié dans Weird Tales. Fasciné par la science, Lovecraft l'est aussi par le temps. Or, il s'agit d'un thème central dans la science-fiction qui livre parfois une réflexion sur le caractère cyclique de l'existence ou sur le progrès. Le critique Pierre-Maria Chaput va jusqu'à dire que la figure de Cthulhu, monstre Lovecraftien emblématique, représente cette angoisse du temps qui passe, le tempus fugit, en raison de son lien à la mer, parce que l'eau ramène toujours au passage du temps, et sa forme d'hydre ou de pieuvre qui symbolise la fatalité de la mer. On peut aussi rapprocher l'œuvre de Lovecraft de la science-fiction en raison de certains passages proches de l'utopie, qui est traditionnellement rattachée à la science-fiction. Cette utopie, chez Lovecraft, on la retrouve dans la description des civilisations extraterrestres, comme celle des grands anciens dans les montagnes hallucinées. Mais si Lovecraft est aussi souvent rangé dans les rayons de la SF, c'est sans doute en raison de l'influence qu'il a eue sur le genre. Dans les logiques de classement générique, il y a aussi, bien sûr, des logiques marketing et éditoriales, et c'est particulièrement le cas dans la SF. Quand on voit combien l'œuvre est devenue une référence dans nombre d'univers cinématographiques et littéraires, on ne peut que les associer et vouloir que les adeptes de l'un remontent la source jusqu'à lui. Science-fiction et fantastique ont un rapport très différent à la connaissance. Le fantastique nous met en présence de tout ce qu'on ne peut pas savoir, pas comprendre, alors que la science-fiction cherche à expliquer le plus possible son monde et se base sur les connaissances de la société réelle pour le construire. Le premier genre est inspiré par ce qu'on ne comprend pas, le deuxième par ce qu'on découvre. L'horreur cosmique, c'est ce genre entre les deux qui se nourrit de ce qui, dans toute découverte scientifique, se révèle comme encore inconnaissable, comme totalement et irrémédiablement obscur. Le cosmos est bien le lieu où la connaissance scientifique se heurte à l'irrationnel, à l'impensable. L'endroit où Dieu peut se réintroduire dans la science, où la question du sens et le vertige se mêlent. Tout ça pour vous dire qu'on admet généralement que Lovecraft appartient à l'horreur cosmique, un genre à part entière dont lui et ses continuateurs sont les principaux représentants et dont toute œuvre qui s'y inscrirait serait de toute façon caractérisée de Lovecraftienne.
La volonté de définir des genres en art, à la base, se calque sur une manière de penser empruntée aux sciences naturelles, à la biologie en fait. Aristote, dans la Poétique, reprend le mot génos pour classer les différentes œuvres littéraires, à l'époque tragédie et comédie en gros, alors que c'est un mot utilisé pour classifier les différents règnes biologiques et les espèces. Et c'est assez fortuit comme manière de faire finalement. Pourquoi vouloir classer les œuvres comme on classe le vivant ? Tout comme les grands anciens qui sont quelque part entre le règne végétal et animal, l'œuvre de Lovecraft est à la croisée des règnes. Mais ce faisant, elle dit quelque chose d'autre de ce rapprochement possible entre le littéraire et l'organique. L'œuvre de Lovecraft, elle est comme un ornithorynque. Ah, très bien ça. Je suis d'accord. Mais ce qui fait la spécificité de Lovecraft, c'est d'être cette œuvre qui s'inscrit dans une forme de réalisme, qui veut nous faire croire à la réalité et à la possibilité des monstres décrits, puisqu'ils viennent d'ailleurs, mais tout en jouant, comme le fantastique, sur nos peurs et nos angoisses. C'est sans doute ce qui explique son caractère si fascinant et la rémanence de cette œuvre dans l'esprit une fois la lecture achevée. Lovecraft fait en sorte que la peur nous poursuive dans le réel, parce qu'il reste tant que nous ne savons pas, et que dans les interstices du possible se cachent peut-être des menaces inédites et impensables auxquelles il est le seul à pouvoir nous préparer.